Bonjour à tous. Enchantée. Donc je suis Marie Tournier et c'est moi qui animerai cet événement aujourd'hui avec vous, ce webinaire. Merci à tous pour votre présence puisque vous êtes inscrits vraiment très nombreux. Vous êtes plus de 300 à vous être inscrits pour ce webinaire. Donc on est ravis de pouvoir vous accueillir. Sur cet événement autour de nos obligations légales en matière de RSE. C'est un sujet assez vaste qui va avoir une dimension assez technique et donc Olivier Graffin de l'AFNOR est là avec nous et pourra rentrer davantage dans ces considérations plus pratico-pratiques. Et on remercie également Dominique Potier d'être avec nous, donc député de Meurthe-et-Moselle de la 5e circonscription, qui est dans la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale et qui nous aidera un petit peu à prendre de la hauteur sur cette thématique pour se rendre compte à quel point finalement c'est un enjeu plus large sur le rôle et la responsabilité des entreprises aujourd'hui. Et donc, l'idée, en quelques mots, c'est de vous rappeler, pour ceux qui ne nous connaissent pas, puisque en fait, vous êtes plus de 2/3 à ne pas être adhérents à notre association, donc juste de vous dire quelques mots également sur Initiative Durable. Donc, on a une petite slide qu'on va vous présenter pour vous expliquer finalement notre mission et nos activités. Donc, Initiative Durable, nous sommes une structure qui a vocation à accompagner les acteurs économiques en Grand Est à mettre en place des actions en faveur d'une économie plus responsable. Et pour ça, en fait, on a 4 activités et 4 métiers différents. Le premier, vous le voyez, c'est des actions d'animation de réseau. Donc, dans le cadre de cette rencontre aujourd'hui, ça fait écho à un des réseaux qu'on anime sur des thématiques liées à la RSE et au développement durable en général, mais on anime aussi des réseaux plus thématiques sur l'économie circulaire ou sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus. On a également des activités d'accompagnement des entreprises. Donc là, ça va faire aussi écho avec tout ce qui va vous être présenté aujourd'hui, puisque on accompagne finalement nos adhérents dans des démarches de RSE à travers des diagnostics qui leur sont propres, à travers des plans d'action personnalisés sur 3 ans qu'on appelle des contrats de progrès. Et puis, on a aussi des actions en direction de toute entreprise, pas uniquement nos adhérents, qui peuvent être des formes de prestations de conseil sur différents sujets, de la mobilité à l'obtention d'un label RSE ou encore sur la démarche pour devenir entreprise à mission, dont il sera aussi question dans ce webinaire. Et donc, c'est mon collègue Nicolas Heinz que vous verrez en fin de webinaire qui vous en dira plus à ce sujet. Pour vous expliquer un petit peu si ça vous intéresse d'aller plus loin et d'aller au-delà de la réglementation aussi, de voir comment on peut vous accompagner. Et puis, on a encore 2 autres activités chez Initiative Durable. Une activité sur l'accompagnement des territoires, c'est-à-dire accélérer la transition des territoires d'une part, et puis finalement faciliter les synergies sur un même territoire entre les différents acteurs économiques à travers l'écologie industrielle et territoriale. Et enfin, notre dernière activité, c'est des actions de promotion de l'économie responsable. Et là, on va piloter 2 projets principaux. D'une part, les trophées RSE Grand Est, que certains d'entre vous connaissent certainement, qui est un événement pour mettre en avant les bonnes pratiques d'acteurs économiques du Grand Est en matière de développement durable, de RSE, de management. Et donc, je vous fais déjà un petit teasing, mais sachez que l'appel à projet va être lancé très bientôt. Je vous le rappellerai en fin de webinaire, mais dès le 4 avril, vous pourrez candidater pour les trophées de cette année. Et puis, les trophées sont remis à l'occasion du Forum du développement durable qui aura lieu, et là aussi, notez déjà la date, le 7 novembre cette année à Strasbourg. Et c'est une journée où on est vraiment dans la promotion, la découverte de bonnes pratiques, la découverte d'acteurs inspirants qui agissent au quotidien pour cette économie plus responsable. Donc, c'est une journée à ne pas louper. Et donc, voilà pour Initiative Durable. Un dernier mot sur notre webinaire aujourd'hui et comment ça va s'entendre. Et donc, on aura dans un premier temps Dominique Potier qui pour nous poser un petit peu le contexte global.
Euh, pardon. On aura Dominique Potier qui pourra nous présenter le contexte global. Et puis, on aura également ensuite Olivier Graffin qui pourra rentrer davantage dans le détail de ces différentes réglementations. Donc, merci Dominique Potier pour cette prise de hauteur et merci Olivier pour ce challenge quand même d'essayer de faire rentrer tout en si peu de temps. Binaire pour à peu près chaque loi. On se donne le défi d'essayer de vous donner un peu un panorama de ce qui existe, aujourd'hui et de pouvoir ensuite vous donner des clés pour aller chercher et aller plus loin de votre côté. Et donc, on terminera par un petit partage de notre collègue Nicolas Heinz sur comment, chez Initiative Durable, on peut vous accompagner à aller plus loin. Merci à vous. Et donc, je vous laisse la parole, Dominique Potier, pour introduire ce temps sur la réglementation RSE et développement durable. Faut juste rallumer votre Oui, micro. tout à fait. Pardon, je recommence. Donc, merci Marie et bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Je suis impressionné par le nombre de participants et je m'en réjouis parce que j'ai une conviction profonde, c'est que on ne fera pas la transition écologique et la transition humaniste qui est devant nous sans la participation de la société civile et dans la société civile, celui des entreprises comme acteurs politiques des transformations à venir. Donc là, je suis très heureux de consacrer quelques minutes, parce que je dois rejoindre l'hémicycle pour une loi sur les influenceurs, pour la régulation du rôle des influenceurs dans la publicité. On n'est pas très loin du sujet, mais je dois intervenir en débat général et je devrais vous quitter assez tôt. Alors, je vais me contenter, parce que j'ai vu que Olivier Graffin était vraiment un expert, qu'il avait une vision holistique et pratique à la fois du sujet. Je vais me contenter d'avoir une petite approche un peu historique et philosophique plutôt que pratique. Déjà, vous dire un mot sur qui parle. J'étais entrepreneur, dans le sens où j'étais paysan pendant 25 ans, en coopérative avec d'autres personnes. Je me suis engagé dans la vie associative, puis dans la vie politique, en présidant une communauté de communes, celle du Toulois, au sud-ouest de la Meurthe et de Nancy. Cette communauté de communes du Toulois et plus largement le Pays Terre de Lorraine, que je préside encore aujourd'hui à titre bénévole, est un véritable laboratoire des transformations attendues. Je me suis engagé à l'Assemblée nationale en 2012 sur des sujets comme la réforme de l'entreprise, comme celle du devoir de vigilance des multinationales et de la mondialisation plus largement, de la lutte contre les paradis fiscaux. Et je travaille également avec un think tank qui s'appelle Esprit Civique à une réanimation de l'esprit républicain et de l'humanisme qui le sous-tend. Voilà pour mes engagements. Et c'est dans ce cadre-là que je me suis intéressé très tôt à la responsabilité sociale et environnementale, tant dans la vie entrepreneuriale, territoriale que des politiques nationales et internationales. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est une longue histoire. On a toujours l'impression qu'on découvre que c'est novateur, mais les formes les plus anciennes, on pourrait les dater du courant philanthropique qui a été majeur dans notre pays, en Allemagne, au 19e siècle. Et puis, on va jusqu'en 2012, le reporting extra-financier qui connaît un nouveau développement. Je terminerai par là avec les directives CSRD. Mais on pourrait passer par le sommet de Rio en 2012. Il y a toute une série de prises de conscience à la fois sur le destin de la classe ouvrière, c'est le 19e siècle, c'est la mutation de l'industrie, mais également sur l'anthropocène et les risques écologiques et notamment climatiques aujourd'hui, qui ont fait prendre conscience aux entreprises que leur seule comptabilité monétaire et leur seule comptabilité traditionnelle ne pouvait pas rendre compte de leur activité et de leur impact. Et que la réduction de cet impact devait connaître une direction, une volonté, mais également une comptabilité. Et c'est tout le travail de la RSE aujourd'hui, c'est les débats qui vous réunissent aujourd'hui. Sans responsabilité sociale et environnementale, une entreprise est borgne avec sa seule comptabilité monétaire, et avec la RSE telle qu'elle existe aujourd'hui, greenwashing, social washing, elle est dans une vision floue, dans le cadre où elle autoproduit des normes qui peuvent relever parfois plus de la propagande que du souci de vérité. Donc, tout notre souci, si nous croyons que l'entreprise doit désormais avoir une vision claire et que nous devons avoir les uns et les autres, entre l'économie et la société et les entreprises entre elles, un contrat fondé sur la clarté, nous devons faire de la RSE un scoring, une nouvelle comptabilité, ce que j'appellerais une nouvelle
pages de notre livre comptable. Certains projettent de nouvelles formes de comptabilité. Je pense aux travaux passionnants sur le plan intellectuel autour de la comptabilité CARE et de toutes ces recherches. Moi, elle me passionne pour la curiosité, mais j'avoue que comme ancien paysan, comme ancien responsable d'une collectivité et aujourd'hui en charge de dossiers importants à l'Assemblée, ça me laisse un petit peu dubitatif. C'est-à-dire, je ne sais pas donner une valeur à la bienveillance ou à la croissance d'un arbre. Je me dis par contre que demain, si on a une bonne compta RSE et qu'on a une bonne compta classique, les deux ensemble s'hybrideront et les deux ensemble nous donnent une vision plus claire. Je milite pour, c'est un combat au long cours, pour un scoring public, pour des références publiques de la RSE, avec 3 voix qui aujourd'hui cohabitent dans tous les débats. Encore hier, j'étais avec le monde du commerce équitable qui est confronté à un dilemme. Et ces 3 politiques existent dans le débat public. Il y a une vision très libérale qui dit que chaque entreprise peut produire ses normes et que les consommateurs et les parties prenantes s'y retrouveront bien un jour. Il y a une autre école, c'est plutôt la mienne, qui pense que nous devons avoir une normativité, une taxonomie publique et que nous devons noter les entreprises en fonction de cette référence débattue publiquement par le gouvernement, par le Parlement, mais à l'échelle française et européenne, nous y reviendrons. Et que c'est cette référence publique qui doit être un petit peu l'instrument de mesure de demain. Il y a une voie intermédiaire qui court plutôt depuis la loi Pacte, c'est la reconnaissance par l'État de certains labels ou de certains scorings. Donc l'État reconnaît la validité de certaines démarches entrepreneuriales, qu'elles soient celles de filières, de territoires ou de grandes entreprises. Cette voie me paraît dangereuse, mais on peut l'imaginer aussi comme elle me paraît insatisfaisante, mais on peut la considérer comme une étape intermédiaire et d'éducation un petit peu à ce nouveau monde de la comptabilité, de la responsabilité sociale et environnementale. J'ai pour ma part déposé déjà plusieurs fois des propositions de loi ou des amendements en ce sens, afin de disposer d'instruments de mesure vérifiés, vérifiables, etc. Et l'inspiration pour moi vient de ce qu'a été dans le monde de la bio, la reconnaissance d'un label par l'État et sa reconnaissance publique, ça devient une nouvelle norme. La bio, c'est 5 interdits, et c'est grâce à la capacité pour des entreprises privées certifiées par l'État à contrôler ces 5 interdits à toutes les étapes de la filière que le bio a pu connaître le progrès et l'expansion qui a été la sienne. Donc c'est bien, la certification publique n'est pas un frein, elle est au contraire une garantie de progrès dans le sens où elle donne un acte de confiance. Et nous pourrions puiser dans l'histoire de la comptabilité traditionnelle des preuves de cette alliance entre la puissance publique et la dynamique privée. Les libéraux, les ultralibéraux et les conservateurs se sont battus pendant des années pour éviter une comptabilité normée. C'est seulement après la Première Guerre mondiale que nous avons eu des références claires qui nous disent quel est notre taux d'endettement, sur quoi est fondé un excellent brut d'exploitation, etc., etc. Donc, la comptabilité moderne est récente, elle a un peu plus d'un siècle, et elle a été, alors qu'elle apparaissait comme une atteinte à la liberté pour certains, elle est devenue un facteur de prospérité, dans le sens où elle a donné des garanties aux différentes parties prenantes pour le commerce et les transactions. Il me semble que pour la RSE, nous sommes à la veille d'un même rendez-vous. Il reste des débats qui sont complètement ouverts, celle de est-ce que nous certifions finalement la performance de l'entreprise dans son ensemble. Je plaide plutôt pour ce type de politique. Est-ce que nous mesurons la performance du process, c'est-à-dire du cycle de vie d'un produit, ce qu'on fait aujourd'hui avec le carbone assez facilement, ou est-ce que nous certifions surtout la qualité du produit dans sa production finale? Est-ce que c'est le produit, le process et ou l'entreprise? Ça sera peut-être un petit peu tout ça, mais les choses sont en train de se stabiliser, elles font débat. Je pense qu'Olivier Graffin illustrera les débats en cours à l'échelle française et européenne. Alors à quoi sert cette RSE, nouveau livre de comptabilité du XXIe siècle? Elle sert tout d'abord à accélérer les mutations en cours. Elle donne aux citoyens des instruments pour peser sur l'économie. Ils le font comme consommateurs, dans leurs 3 qualités. Et ça, je tiens vraiment à
pédagogie de la citoyenneté dans ses dimensions pas seulement politiques au sens traditionnel de l'élection et de la participation à la vie publique, mais également de peser sur l'économie, de ne pas être dans la servitude, mais d'être un acteur de l'économie. Ils le font bien sûr comme consommateurs, je n'ai pas besoin de développer, tout le monde connaît ce sujet. Ils le font comme épargnants, et la sortie de cette sorte de Babel de l'épargne verte aujourd'hui pour aller vers une taxonomie de référence en matière de placement éthique et de placement dans une économie soutenable sera un élément absolument déterminant. J'y travaille avec d'autres par ailleurs. Donc, comme consommateur et comme épargnant, pour certains d'entre nous, ce sont des poids importants dès lors que des référentiels clairs sont établis. Mais il y a un point que je découvre de plus en plus, que je discute avec François Asselin des CPME ou avec des responsables du MEDEF, c'est face à la renouvellement des générations des boomers dont je fais partie et de cette quête de ressources humaines qui est une sorte d'obsession du monde de l'entreprise et de nos services publics aujourd'hui, la capacité des citoyens à choisir leur entreprise en fonction d'une performance RSE va être déterminante. Tandis que 4 jeunes sur 10 aujourd'hui, c'est a priori les plus privilégiés, choisissent son entreprise non seulement pour la qualité de vie intrinsèque et pour la rémunération, mais ils le font également pour le sens et pour les vertus de ces mêmes entreprises. Donc on s'appelle, soit un grand géant de l'énergie ou une entreprise de service ou d'artisanat, ces éléments peuvent être déterminants dans la capacité à recruter des collaborateurs demain. Je l'ai dit pour les citoyens, dans les 3 dimensions consommateurs, épargnants et collaborateurs. C'est vrai également pour l'État. Et je plaide, et je ne demande pas de partager cet avis, mais je vous le livre humblement, pour une fiscalité différenciée en fonction de la comptabilité RSE. On a aujourd'hui un impôt sur les sociétés qui tourne autour de 20. Nous pourrions imaginer quelque chose qui aille de 15 à 25 en fonction d'un scoring RSE. Et l'État serait avec une recette fiscale qui pourrait être équivalente. Donc, c'est une question de mécanique et d'épicerie de cuisine fiscale qu'on va s'épargner ici, mais c'est tout à fait possible. Ça doit reposer évidemment sur une RSE stabilisée, mais cet accompagnement et cette baisse de la fiscalité pour des entreprises qui contribuent au bien commun par l'action sociale et la prévention en matière d'atteinte à l'environnement me paraît être un bon placement pour l'État, dans le sens où il aura moins à réparer les conséquences d'une société fracturée ou d'un environnement abîmé. Ça, c'est la sonnerie qui m'appelle à rejoindre l'hémicycle. Elle va bientôt s'arrêter, voilà. Et donc, une fiscalité qui peut être variable en fonction de la performance sociale, ça me paraît une véritable innovation. Et puis, il y a eu un grand débat autour de la période Covid et des plans de relance, c'est la conditionnalité des aides. On a parfois aidé des entreprises qui ont alimenté leurs comptes dans des paradis fiscaux ou qui ont augmenté les rentes. Pour d'autres, c'est une aide qui a été vitale pour redémarrer l'appareil économique et conserver notre souveraineté et notre capacité productive. En tout cas, on n'avait pas de conditionnalité pour distinguer les uns, les unes et les autres. Et c'est un débat qui aujourd'hui est très présent au sein de l'Assemblée nationale et parmi les parties prenantes. On m'avait interrogé pour savoir quelle était la taille des entreprises concernées. J'ai envie de dire, si j'en crois les travaux dans différents domaines, que c'est d'abord, bien sûr, les ETI et les multinationales qui sont visées par ces outils, mais que de façon volontaire et à terme, par ruissellement, j'ai envie de dire, toutes les entreprises vont être concernées comme sous-traitants, comme co-traitants, comme acteurs de l'économie. Et pour celles qui n'auront pas d'obligation, elles peuvent avoir intérêt à le faire de façon volontaire afin de pouvoir afficher la réalité des efforts qu'ils ont entamés. La RSE restera une démarche volontaire, une démarche mesurée, mais volontaire. D'autres instruments concourant au même objectif sont aujourd'hui foisonnent à l'échelle nationale et internationale. Et je suis fier de porter depuis bientôt 10 ans, 11 ans même, le combat pour le devoir de vigilance. J'ai été rapporteur de cette loi en 2017, cette loi qui est pionnière dans le monde et qui oblige les donneurs d'ordre économiques à lever le voile juridique qui les sépare de leurs sous-traitants et de leurs filiales. Désormais, ils doivent avoir un plan de prévention, de vigilance pour prévenir les atteintes graves à l'environnement et aux droits humains, des procès prospères, mais surtout la loi française
aujourd'hui a fait référence en Europe, puisque l'Allemagne, les Pays-Bas, 7 autres pays en débat, mais surtout un projet de directive européenne est en cours d'élaboration. Il a été approuvé le 1er décembre 2022 par le Conseil des États européens, et le 30 mai, le Parlement européen rendra son avis. S'en suivront des trilogues entre le Conseil des États, le Parlement et bien sûr la Commission. Et nous aboutirons, c'est ce que me disait la directrice de cabinet de Laurence Boone, secrétaire d'État aux affaires européennes, il y a 2 jours. Nous devrions aboutir sous la présidence espagnole, fin 2023, à une directive européenne qui régulera le commerce international et qui fixera une norme commune en matière de prévention des risques. Si nous rapprochons cette initiative majeure et pionnière de réforme du capitalisme des choses annoncées par Ursula von der Leyen sur le refus d'importer en Europe le travail forcé et le travail des enfants, si nous ajoutons les directives obligatoires en matière de déforestation, nous avons aujourd'hui un foisonnement de directives, de lois nationales et européennes qui visent à remettre de l'éthique dans la mondialisation, à le faire pour de vrai, non pas comme un fanion en haut du mât, mais comme un gouvernail qui change l'économie et qui positionne l'Europe authentiquement comme un modèle d'économie sociale de marché avec une très forte préoccupation environnementale et écologique et qui nous distingue du libéralisme anglo-saxon comme du capitalisme d'État asiatique. Donc la taxonomie est tout sauf au détail, ça va devenir le langage commun demain, et notamment à travers les directives CSRD, donc je laisserai notre ami Olivier Graffin détailler leur portée, mais c'est une petite révolution. La semaine dernière, j'ai eu un dîner de travail avec Pascal Durand, qui est le rapporteur de ces directives à l'échelle européenne. Nous allons monter un séminaire qui était, pour Marie et les autres qui se passionnent pour ce sujet, nous allons monter un séminaire à l'Assemblée nationale pour ne pas confier totalement au gouvernement et par décret la mise en œuvre de ces directives CSRD et pour que les parties prenantes et le débat politique aient lieu sur leur nature, sur leur portée, sur les conditions de leur mise en œuvre. Si nous nous réjouissons des références multiples aux droits humains, à l'environnement, à la prise en compte du dérèglement climatique, je reste dubitatif sur les modalités de contrôle. Et une des questions clés sur lesquelles je terminerai, c'est la question des agences de notation et de l'absence aujourd'hui d'instruments européens nous permettant de mesurer ces performances sociales et environnementales. Les opérateurs sont tous anglo-saxons, ils sont dans une autre culture et dans une autre logique. Or, l'instrument n'est pas neutre politiquement, et il conviendrait que non seulement l'Europe ait des normes, mais ait des instruments publics et privés, ou mixtes, permettant de mesurer la vérité de ces performances et d'en faire un élément de compétitivité au service de nos entreprises et du bien commun. Hauteur finalement sur tous ces sujets. Je ne sais pas si vous reste le temps de prendre une toute petite question de Alors, on y va. Une, deux, trois. Qui se demandait comment la comptabilité extra-financière dont vous parliez, elle est agrégée au niveau national et voire même à un niveau plus bas, régional. Voilà. Est-ce qu'il y a des modes d'agrégation aujourd'hui pour s'apercevoir de ce qui est produit par l'ensemble des entreprises d'une région ou d'un territoire donné? Alors, actuellement, on est sur du B2B, on est sur des entreprises qui notent d'autres entreprises. Hein, c'est avec des référentiels qui sont assez éclatés, donc c'est Babel, hein, c'est la vérité. Donc, agréger la diversité, c'est assez complexe et je pense que c'est un exercice quasiment impossible. De fait, je faisais partie, mais je pense qu'il y a eu d'autres initiatives en Italie et en Espagne et ailleurs, et en Allemagne. Et je plaidais pour un référentiel national, au moins à titre expérimental. Mais de fait, nous avons perdu du temps puisque ces dispositions n'ont pas été prises en compte. On a progressé dans la loi Pacte sur les sociétés à mission, sur un certain nombre de dispositifs de soft law qui ne sont pas inintéressants, mais qui ne sont pas à la hauteur des enjeux. Bon. Donc on n'a pas eu de normativité ou de taxonomie nationale. Et de fait, nous allons être dans la déclinaison nationale d'un dispositif européen qui s'est accéléré ces derniers temps. Alors il s'est accéléré, et Olivier vous le dira, il est encore loin de la coupe aux lèvres. On est actuellement dans l'établissement des référentiels. On est en train de créer une institution, l'EFRAG, qui est en charge de préciser
la façon de comptabiliser ces différents référentiels que sont des traités internationaux et ou européens. Et la question de qui note et qui certifie la notation ne sont pas encore totalement réglées. Donc on est à la question, y a-t-il une agrégation régionale et nationale, en tout cas pas à ma connaissance, et je le regrette, on a perdu du temps, la France aurait pu être pionnière comme elle l'a été sur le devoir de vigilance en ouvrant la voie depuis maintenant 6 ans. Et voilà. Et bon, donc aujourd'hui, moi je pense que ce qui est sage, c'est d'être les élèves, les bons élèves, à défaut d'avoir été pionniers, c'est d'être les bons élèves des directives européennes dans leur mise en œuvre, ne pas les faire au rabais, les faire authentiquement, et les faire de façon exemplaire, à chaque filière, à chaque territoire, de mettre en valeur sa performance dans ce cadre européen, finalement, pour à la fois l'amoureux du territoire de la Lorraine et du Toulois que je suis et passionné d'Europe. C'est pas un mauvais récit politique, voilà ce que je peux dire peut-être trop rapidement. Et si j'ai commis une erreur, je suis sûr que Olivier et d'autres sauront les corriger. Voilà. Encore une question, Marie, ou... Ouais, il restait une deuxième question. Donc Clémence demande l'allègement de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises ayant une réelle stratégie RSE peut-elle s'envisager sans contrôle renforcé des entreprises les moins vertueuses? Avec les baisses des moyens de l'inspection du travail, cela semble complexe. Oui, de façon générale, non, mais j'ai rien d'autre à dire. Effectivement, la question est très pertinente. Ça suppose un appareil d'État. Alors, pas forcément un appareil d'État. Moi, j'étais paysan bio. J'ai jamais un fonctionnaire de la région administrative ou du département de l'État décentralisé ou du ministère de l'Agriculture qui est venu me contrôler. Par contre, on avait des certificateurs qui rendaient compte à l'État parce qu'ils étaient eux-mêmes certifiés par l'État. Donc ce système de délégation de services publics finalement fonctionne et est assez habile et une voie qui pourrait être explorée dans ce champ comme dans d'autres. Voilà. Donc une sorte de délégation de services publics avec une certaine performance. Encore une fois, la crise des n'est pas liée à celle de sa certification, mais à une question de pouvoir d'achat et d'autres sujets. Donc oui, il faut des instruments de comptabilité, il faut des inspecteurs. Mais je veux dire, j'élargis un peu politiquement le débat, j'espère sans cliver, puis si je clive, tant pis. C'est que l'affaiblissement de l'État, pour moi, et de la puissance publique en général, que ce soit européenne ou française, devient un handicap pour les entreprises. Parce que nous n'avons pas plus d'inspecteurs de l'environnement pour distinguer ce qui est une bonne méthanisation et une mauvaise méthanisation. Alors la mauvaise méthanisation s'installe et elle détruit l'ensemble des processus d'énergie renouvelable dans la biomasse en agriculture. Donc je suis persuadé, et c'est vrai pour les inspecteurs du travail également, les entreprises vertueuses qui respectent les conditions de travail et une juste rémunération, un partage de la valeur avec leurs salariés, sont pénalisées proportionnellement par rapport à celles qui trichent, puisque on a peu d'inspecteurs du travail qui le dimanche sont capables d'aller à l'intérieur des murs, voir ce qui se passe vraiment dans le bâtiment, etc. etc. Et on pourrait multiplier des exemples. Donc la baisse de l'État dans son rôle d'inspection et de contrôle est un handicap pour la démarche que nous crions. Je ne suis pas pour un État super puissant, je suis pour un État qui garde une capacité stratégique et une capacité de contrôle de l'action publique. Sinon, c'est le marécage où prospèrent les monstres. Peut-être une toute petite ouverture pour finir, si vous permettez. On aura à l'Assemblée le 10 mai l'occasion d'un séminaire sur les 10e anniversaire du drame du Rana Plaza, deuxième grand à Dhaka, donc Bangladesh, cet accident dans le textile qui a propulsé la loi devoir de vigilance sur le devant de la scène. Elle existait avant, mais elle a été popularisée par cette tragédie autour du textile. Donc on aura une table ronde Bundestag, Assemblée nationale et du monde de l'entreprise, du monde des syndicats, tout qui vont s'exprimer, ministres, etc. Ça sera à l'Assemblée nationale le 10 mai. Et on prépare avec Pascal Durand un séminaire avant la fin de l'année sur les questions de CSRD et implications pour la France. Donc c'est autant de rendez-vous, Marie et votre réseau, qui peuvent être saisis dans ce dialogue des parties prenantes et des gens de bonne volonté qui veulent coopérer. J'ai autre chose en tête, mais ça m'a échappé, mais j'ai déjà été trop bavard. Merci beaucoup, Dominique, en tout cas, pour votre intervention. J'ai envie de dire vraiment à tous les entrepreneurs qui sont là, ne doutez pas une seconde, ne lâchez rien. Voilà. C'est vous qui avez raison.
Merci beaucoup à vous. Et donc, bon courage pour la suite en assemblée aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour votre temps, en tout cas, et votre intervention. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous allons donc pouvoir poursuivre ce webinaire avec la présentation d'Olivier Graffin, qui travaille donc en tant que coordinateur, que je ne me trompe pas, l'intitulé précis, coordonnateur SST et développement durable, c'est ça? Oui, c'est ça, mais c'est pas grave. Au sein de la Mais, FNOR. ouais, en effet, je suis surtout, je fais partie du département RSE du groupe AFNOR avec une mission effectivement de coordination de nos différents métiers. Donc, du coup, j'enchaîne, Marie. Bien. La parole est à vous et merci pour cette présentation d'avance. Très bien. Écoutez, donc bonjour à toutes et tous. Du coup, j'ai l'immense honneur de prendre la suite de Dominique Potier qui quand même a brossé une très belle introduction de l'ensemble des aspects réglementaires et également non réglementaires. Alors c'est vrai qu'on va revenir sur ces différents points. Sans doute avec un degré de précision sur les différents éléments un peu divers, parce que sur chaque élément réglementaire, on aurait besoin au moins d'une matinée entière, n'est-ce pas, pour en faire le tour. Mais voilà. Alors juste quand même pour commencer, pour ceux qui ne connaissent pas l'OR, AFNOR, c'est 4 métiers. Le métier d'origine, le métier d'origine, c'est la rédaction des normes. Alors, c'est pas nous qui les rédigeons, en fait, c'est vous, c'est les experts externes qui se réunissent pour produire des documents de partage de bonnes pratiques, des référentiels qui sont toujours d'application volontaire. On est aussi une maison d'édition. Peut-être que certains d'entre vous avaient des bouquins AFNOR dans vos bibliothèques. On est aussi un centre de formation et d'accompagnement et de conseil, en particulier en RSE d'ailleurs. Et puis, on est aussi connu c'est notre 4e métier côté AFNOR certification pour toute la partie certification, évaluation et notamment dans le monde de la RSE, nous opérons le label engagé RSE d'AFNOR certification. Alors, j'y reviendrai parce que c'est effectivement un point intéressant qui peut favoriser ou en tout cas aider les entreprises à justement préparer avec pertinence toute la conformité à la réglementation. Juste également, sans trop rentrer dans les détails, mais on a pas mal de délégations régionales également qui sont à proximité de chez vous. Moi, par exemple, alors je suis basé à Lille, je suis actuellement à la délégation régionale de Lille. Il y en a une également à Nancy. Il y en a un petit peu partout en France. Et je profite aussi de cette petite introduction pour vous annoncer aussi que en Lorraine, l'AFNOR avec ses partenaires, dont Initiative Durable qui soutient bien sûr, lance aussi un club RSE, le club AFNOR RSE Lorraine. Si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas. Il y a une réunion qui est prévue mardi prochain, le 4 avril, à l'Axou. Voilà, pour tous les Lorrains et d'autres d'ailleurs. Mais voilà, donc je n'en dis pas plus. N'hésitez pas. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, il y a plein de réglementations effectivement qui s'appliquent. L'idée là, c'est de faire un petit tour d'horizon sans trop rentrer dans les détails, mais voilà. Donc loi Pacte, c'est des éléments effectivement que Dominique Potier a rappelé, qui quand même constituent un squelette extrêmement important de la réglementation qui évolue en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Donc loi Pacte, on va aborder ce petit point. On va insister un peu plus peut-être sur le reporting de durabilité. Dominique Potier a évoqué la CSRD, la future CSRD, qui est quand même vraiment une nouveauté, qui fait couler beaucoup d'encre. Le devoir de vigilance, Dominique Potier l'a évoqué. Il y a effectivement des travaux aussi au niveau européen qui sont en cours. Et puis d'autres textes européens européens et français d'ailleurs, toute une réglementation. En fait, il y en a plein. On a fait un petit je dirais un petit panel comme ça, mais sans être forcément exhaustif. Et puis quand même, en 5e partie, alors là je laisserai plutôt la main à Nicolas Heinz d'Initiative Durable. Faut quand même pas oublier les mécanismes de soft law
les initiatives volontaires, dont nous faisons partie d'ailleurs à FNOR et que nous défendons, comme l'ISO 26000, les objectifs de développement durable ou la labellisation, ou l'initiative qui date maintenant de plus de 20 ans, qui est le Global Compact de l'ENU. Enfin, il y en a plein d'autres. C'est quand même des outils qui sont très, très, très utiles aux entreprises, aux acteurs économiques pour justement mettre en œuvre la RSE. Petit point aussi, alors voilà, on va rentrer un peu dans le détail. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a finalement deux catégories, on va dire, d'exigences réglementaires ou de cadres réglementaires. Il y a réglementaires et non réglementaires d'ailleurs, de soft law et de hard law. Il y a les cadres finalement qui invitent ou qui obligent l'entreprise ou l'acteur économique à mettre en place des actions. Et puis, alors par exemple, c'est si je prends des mécanismes de soft law, l'ISO 26000 ou tous les mécanismes de labellisation, également finalement la loi sur le devoir de vigilance, qui est pour le coup là une vraie réglementation, là, elle impose vraiment de mettre en place des actions. Par opposition, enfin pas par opposition, mais en complément, et c'est là où il ne faut pas se tromper non plus, il y a toute une partie de la réglementation qu'on va évoquer également, qui traite plus non pas de l'obligation de mettre en place, mais d'obligation de dire finalement ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas d'ailleurs. Et donc, notamment, toute la partie reporting extra-financier, alors que ce soit pour les entreprises, et donc on verra la future CSRD qui va nous occuper beaucoup dans les mois prochains, la taxonomie européenne qui est une classification des actifs, ou la SFDR qui est vraiment, alors ça j'en parlerai pas, mais qui est vraiment liée aux acteurs financiers, qui est la Sustainable Finance Disclosure Regulation, qui est vraiment le pendant de la CSRD pour les acteurs financiers, qui oblige finalement à faire du reporting sur les actifs qui constituent un portefeuille. Mais voilà, ça on va pas en parler, mais en tout état de cause, tous ces éléments-là constituent des réglementations qui obligent à dire ce que l'on fait, mais pas forcément à faire. Et voilà. Et du coup, c'est important quand même de rappeler la complémentarité, j'y reviendrai, avec justement tous les mécanismes. Par exemple, alors nous, on porte encore une fois le label engagé RSE, qui donne accès finalement avec un scoring. C'est une approche totalement volontaire, qui donne accès avec un scoring à un label, 1 étoile, 2 étoiles, donc de niveau progression, confirmé, exemplaire. Voilà, je rentre pas dans les détails, simplement pour évoquer ce qui constitue finalement le référentiel et dans lequel on va retrouver forcément l'ensemble des thématiques de la RSE qui sont cadrées ou pas finalement par une réglementation. En tout cas, clairement, on va retrouver plein d'éléments ou plein de sujets qui, lorsqu'ils sont travaillés au travers de l'ISO 26000 ou au travers de la labellisation, comme c'est le cas là, permettent effectivement de préparer avec pertinence une conformité à la réglementation. Donc, des éléments de gouvernance, forcément, la manière dont l'entreprise identifie ses enjeux, ses parties prenantes, comment elle manage finalement sa démarche RSE, c'est le deuxième point, le déploiement de la démarche, et puis tous les sujets inhérents à la RSE, droits de l'homme, ressources humaines, relations, conditions de travail, tout ce qui est mode de production et de consommation durable, tout ce qui est question relative aux consommateurs, aux clients, et puis enfin les derniers points sur l'ancrage territorial. Voilà, tous ces éléments-là, on va le voir, sont aussi embarqués par la réglementation et on va évidemment rentrer un tout petit peu dans les détails. Dernier point également, forcément, dans la labellisation comme dans les mécanismes de soft law, c'est la dernière ligne, les chapitres du label, forcément, on va demander des indicateurs, des dispositifs d'évaluation. Et là encore, on est évidemment complètement raccord avec les éléments réglementaires. Premier point, la loi Pacte. Alors, la loi Pacte, elle est à la fois, c'est une fusée à plusieurs étages, comme on a l'habitude de dire. Il y a des aspects volontaires dans la loi Pacte, et puis il y a un aspect obligatoire. Alors, la loi Pacte, qui date de 2019, elle a modifié le code civil, notamment sur justement tout ce qui concerne les entreprises ou les sociétés. Plusieurs articles effectivement ont été modifiés. Le premier, celui-là, c'est une obligation pour toutes les sociétés.
en réalité, donc, l'idée, c'est quoi? C'est de forcer finalement l'entreprise à prendre en considération dans son pacte d'actionnaires finalement, puisqu'au départ, une entreprise, une société, c'est un pacte d'actionnaires dont les activités doivent évidemment servir les intérêts des actionnaires. Sauf que voilà, la loi Pacte introduit cette nouvelle approche qui dit bah oui, ok, c'est un pacte d'actionnaires, mais on doit prendre en considération quand même les enjeux sociaux et environnementaux. Voilà. Et après, les autres étages, donc ça c'est obligatoire, c'est pour toute entreprise. Après, il y a les mécanismes qui vont aller un petit peu plus loin et qui ne sont pas obligatoires mais plutôt volontaires. Par exemple, l'article 1835 qui vous propose ou qui vous invite à établir une raison d'être dans les statuts de votre entreprise. Donc évidemment, raison d'être dans les statuts qui va appeler justement à évoquer quelle est l'utilité sociale et sociétale de votre activité, comment elle se place finalement dans les grands objectifs de développement durable et finalement en matière de durabilité. Donc c'est déjà un premier élément qui permet, avec une formulation, il y en a évidemment plein Internet, puisque c'est des éléments qui sont publics, il y a pas mal d'entreprises qui, et sans doute parmi vous, plein d'entreprises également qui ont formulé finalement une raison d'être, et pour celles qui ont été plus loin, l'ont inscrite dans leur statut. Enfin, le troisième point de cette loi Pacte, qui va encore plus loin, c'est la possibilité, donc toujours d'aspect volontaire évidemment, c'est la possibilité pour une entreprise d'obtenir la qualité de société à mission. Alors, là pour le coup, si la société fait le choix d'obtenir cette qualité de société à mission, elle va passer par les différents éléments qui sont là. C'est d'abord évidemment l'inscription dans les statuts d'une raison d'être qui est formulée, qui est évidemment compatible avec les grands objectifs de développement durable. À cette raison d'être doit être associé finalement des grands objectifs statutaires qui finalement traduisent la raison d'être en objectifs quand même, en ambition un peu opérationnelle. Ces ambitions opérationnelles, ces objectifs statutaires doivent être également déclinés en objectifs opérationnels, en plan d'action, en KPI, enfin en tout cas en indicateurs de suivi. Il y a en plus, dans les statuts, il précise évidemment les modalités de suivi d'exécution de la mission, notamment par le fait que l'entreprise, quand elle devient une société à mission, doit mettre en place ce qu'on appelle un comité de mission, ou pour les toutes petites entreprises, un référent de mission. En tout cas, c'est une fonction ou un collège, ou en tout cas une instance qui peut être d'ailleurs mixte, interne, externe, qui va justement être chargée de surveiller la mise en œuvre de la mission, l'exécution des grands objectifs. Et en plus, pour parfaire le tout, Dominique Potier s'interrogeait d'ailleurs tout à l'heure sur justement les mécanismes de vérification, de notation, etc. Concernant les sociétés à mission, il y a une obligation lorsqu'on est société à mission, de faire vérifier l'exécution de la mission par un organisme tiers indépendant. Alors voilà, c'est tous les 3 ans. Alors c'est tous les 2 ans, pour les grandes entreprises et tous les 3 ans pour les entreprises de moins de 50 personnes. Mais l'idée, c'est effectivement qu'il y ait un organisme tiers indépendant qui vienne justement interroger le comité de mission, qui se base d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse que je referme très vite, dans les obligations également, le comité de mission, en tout cas l'entreprise, doit publier un rapport de mission, et c'est sur cette base-là que l'organisme tiers indépendant, au travers à la fois du rapport de mission et évidemment de l'interview de l'ensemble des parties prenantes, va rendre son avis sur l'exécution, la bonne exécution de la mission, et donc il va passer par un examen justement des objectifs. Sont-ils bien remplis? Sont-ils pertinents? Quelle est la trajectoire finalement qui est opérée là-dessus, etc., etc. Alors il y a plein de documents qui peuvent vous aider à finalement à aller vers cela, ou en tout cas à découvrir ce qu'est une société à mission. Il y a par exemple la communauté des sociétés à mission qui aborde tout un tas de choses là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de documents. Petit parallèle justement avec les labellisés.
eh bien, figurez-vous que dans le réseau des labellisés européens, je reviendrai peut-être là-dessus si le temps m'en est donné, il y a un réseau de labellisés effectivement européens qui s'appelle Responsibility Europe, je n'en dis pas plus là-dessus, dont nous faisons partie, dont Afnor Certification fait partie. Eh bien, on a mené une petite enquête, je vous donnerai quelques illustrations au fur et à mesure de mon intervention. 76% des labellisés ont justement été conduits grâce à leur labellisation à réinterroger ou en tout cas à formuler ou à réviser leur raison d'être. Voilà, sans aller forcément jusqu'au statut de société à mission. Mais on voit bien que tout cela, forcément, aide aussi, interroge et permet de se poser les bonnes questions. Sans transition, donc là on était sur la loi Pacte. Je passe à la deuxième partie sur le reporting de durabilité. Alors on va essayer d'y passer un tout petit peu plus de temps, mais évidemment sans trop rentrer dans les détails. Qu'est-ce qui a existé jusqu'à aujourd'hui en matière de reporting? Alors, ça existe depuis plus de 20 ans maintenant, en France notamment. Ce qui a cadré, alors au départ, il y avait la loi sur les nouvelles régulations économiques qui date de 2001. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais les dates qu'il faut retenir, notamment et qui, du coup, courent encore aujourd'hui, c'est 2014 avec la directive européenne sur la NFRD, la Non-Financial Reporting Directive, qui a donné finalement en transposition dans le droit français l'obligation pour les grandes entreprises de publier une DPEF, une déclaration de performance extra-financière. Alors, vous avez les seuils qui sont là, plus de 500 salariés ou autre seuil qui évidemment invite les entreprises à se conformer à la DPEF, un bilan qui fait plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, un bilan qui fait plus de 20 millions d'euros, ou bien un chiffre d'affaires net qui fait plus de 40 millions d'euros. Toutes ces entreprises, évidemment, sont soumises à la DPEF. Alors, la DPEF, il y a un certain nombre d'exigences de reporting sur l'ensemble des thématiques de la RSE que je réaborderai tout à l'heure. Demain, très bientôt d'ailleurs, il va y avoir la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive. Vous avez là sur ce slide les éléments de seuil qui, ça ne vous échappe pas, baissent de jour en jour. Enfin, de jour en jour. Baissent en tout cas, puisque eh bien, aujourd'hui, le seuil n'est plus à 500, mais à 250 salariés. Donc, ce qui veut dire que hier, c'était plutôt des grandes entreprises. Aujourd'hui, même des belles PME, en tout cas des ETI, vont être concernés par la future CSRD. Avec les autres seuils qui ne bougent pas cela, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires de bilan et 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si vous avez 2 de ces 3 critères qui sont remplis par votre entreprise, alors vous êtes soumis à la CSRD. Demain également, même les petites entreprises, alors d'abord les cotées, donc au sens européen, c'est plus de 10 salariés, une entreprise de plus de 10 salariés cotée sur une place européenne, Paris, Londres, Francfort, etc. Demain sera également soumis à cette future CSRD. Ce qui signifie quand même que, eh bien, on passe en Europe aujourd'hui de 11 600 entreprises qui sont soumises à la NFRD à près de 50 000 entreprises. Le calendrier de mise en œuvre qui est là, alors heureusement, c'est progressif évidemment. D'abord, il y a toutes celles qui sont déjà rompues à l'exercice et qui notamment sont déjà soumis à l'exercice de reporting de DPEF, qui forcément, donc les plus de 500 salariés, qui dès le reporting 2025 sur l'exercice 2024, eh bien, vont devoir construire leur reporting selon la CSRD. Et puis au fur et à mesure, eh bien, on va retrouver toutes les autres grandes sociétés. J'ouvre encore une petite parenthèse que je referme très vite. Par exemple, sur l'ancienne directive, le format de société, les SAS, était exonéré de l'obligation. Bon, ben là, faut pas rêver, évidemment. Toutes les autres formes d'entreprises sont rattrapées par la CSRD, et donc ça, ce sera pour 2026 sur l'exercice 2025. Et puis enfin, en 2027 sur l'exercice 2026, les PME cotées, et puis après, les sociétés mères. Enfin voilà, il y a toute une partie également qui va concerner les sociétés qui sont hors Union européenne, mais qui ont quand même des activités au sein de l'Union européenne. Et là, forcément, elles aussi vont devoir établir un reporting. Alors, la CSRD,
expose toute une série de thématiques sur lesquelles l'entreprise va devoir établir son reporting. Vous avez là l'ensemble des champs qui sont couverts, évidemment, avec l'environnement, le social, la gouvernance. Petit point quand même, et on reviendra dessus très rapidement, sur l'environnement, 6 grands thèmes qui sont couverts, et ce sont exactement les thèmes qui structurent la directive taxonomie verte européenne. On y reviendra rapidement, mais voilà. Et sur l'ensemble des autres champs, le social et la gouvernance, évidemment, où, là encore, l'entreprise va devoir, évidemment, construire son reporting. Ce qui va changer les choses, quand même, c'est... Alors, voilà, on a fait une petite comparaison entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui va exister demain. La NFRD, qui dans la transposition a donné la DPEF. Demain, la CSRD, on est à peu près sur les mêmes exigences. Par contre, on est en attente de la transposition. Et alors, en termes de précision, on voit que jusque-là, finalement, la DPEF, alors même si elle précisait un certain nombre de champs et d'indicateurs à reporter, il y avait quand même une certaine liberté des entreprises. Et tout à l'heure, il y a eu la question, effectivement, est-ce qu'il y a une standardisation? Est-ce qu'il y a une espèce de référentiel unique? Avant, non. Demain, quand même, les choses se précisent de manière assez importante, au travers notamment de ce troisième volet des normes ESRS, les European Sustainability Reporting Standards, qui sont en cours de construction par l'EFRAG. Alors, désolé, là, il y a une petite coquille sur le slide. L'EFRAG, qui est en fait l'organe de la Commission européenne, à qui a été confié justement l'élaboration des normes de reporting. Justement, ces normes de reporting sont extrêmement précises. Il y en a aujourd'hui 12 qui sont donc en cours d'élaboration ou de précision, dont d'ailleurs les brouillons existent déjà. Elles vont d'ailleurs bouger assez peu. Elles vont être publiées a priori en dernière version en juin prochain. Donc c'est vraiment c'est imminent. On voit bien que il y a maintenant, au bas mot, 500 ou 600 pages qui sont constituées par ces 12 ESRS qui vont justement permettre de cadrer l'ensemble du reporting et qui donc précisent tous les champs sur lesquels les entreprises vont devoir établir leur reporting. Et du coup, petit point particulier, alors au-delà des normes transverses, notamment alors l'ESRS numéro 1 qui finalement explique le cadre du reporting, les grandes exigences, la structuration, etc., etc. Toutes les autres, les 11 autres, finalement, vont détailler de manière très, très précise les champs sur lesquels il va falloir opérer le reporting. Et ce qu'il faut retenir, c'est plusieurs points. D'abord, toutes les normes sont structurées un peu de la même manière et elles vont exiger de la part des entreprises assujetties qu'elles fassent un reporting sur 4 champs particuliers: des éléments de gouvernance, des éléments de stratégie de mise en œuvre, évidemment des éléments de gestion des impacts, de gestion des risques et des opportunités, comment justement on a établi les risques et les opportunités sur chaque sujet, et puis évidemment la dernière partie qui sont les métriques, c'est-à-dire tout un tas d'indicateurs extrêmement précis sur lesquels évidemment l'entreprise va devoir réaliser son reporting. Donc voilà. Ce qu'il faut retenir du coup, c'est qu'il y a évidemment plein d'informations à fournir. Alors, quand même, petite précision et heureusement, toutes ce qu'on appelle les reporting disclosures, là, les obligations de reporting qui sont mentionnées dans les ESRS, ne sont pas forcément obligatoires pour tout le monde. En effet, les entreprises qui seront assujetties devront en préalable finalement réaliser ce qu'on appelle une analyse de matérialité ou de double matérialité pour reprendre le jargon en fait de la CSRD. L'idée c'est quoi? C'est tout simplement d'analyser la pertinence finalement au milieu de toutes ces informations qui vous sont exigées par la CSRD et par les normes ESRS de l'EFRAG, d'identifier quelles sont les informations qui sont pertinentes pour votre activité, pour votre secteur d'activité,
pour la nature de votre entreprise. Et pour cela, eh bien, évidemment, on vous demande de réaliser vous-même cette analyse de matérialité, de double matérialité, cette analyse de pertinence, et donc de sélectionner les informations qui relèvent de la pertinence pour vous et pour lesquelles, eh bien, il va falloir forcément opérer un reporting détaillé. Et donc, forcément, eh bien, les ESRS font le détail entre justement les informations dans les ESRS qui sont obligatoires pour tout le monde, il y en a, quelle que soit la matérialité, c'est obligatoire, et d'autres qui sont soumises à analyse de matérialité, c'est-à-dire qui, si elles sont pertinentes pour vous, eh bien, vous devez faire un reporting dessus. Si elles ne sont pas pertinentes pour vous, alors pas d'obligation de reporting. Et juste, donc, comment établir cette analyse de matérialité finalement? Alors, pourquoi on dit double matérialité, pardon. L'idée, c'est quoi? C'est d'analyser finalement quels sont les impacts de l'entreprise sur les sujets de la durabilité, quels sont par exemple, eh bien, les impacts sur le changement climatique, sur les impacts sur la santé et sécurité des collaborateurs, les impacts sur la chaîne de valeur, etc., etc. Bref, impact de l'entreprise sur les sujets de la durabilité, on va dire. Et l'autre pendant de la matérialité, c'est aussi, ça évidemment, hein, j'ouvre encore une parenthèse, je referme très vite, c'est évidemment la vision très financière, c'est aussi d'évaluer finalement quels sont les risques et les impacts finalement des sujets de la durabilité sur l'entreprise, notamment quels sont les impacts potentiellement financiers des sujets de la durabilité sur l'entreprise. Exemple, demain le changement climatique, baisse des ressources, par exemple, y a là un sujet prégnant aujourd'hui, l'eau. Demain, une entreprise qui est sur une zone de captage ne va plus pouvoir capter de l'eau comme elle va vouloir. Eh bien, est-ce que ça va avoir un impact financier sur ces opérations? Quel risque ça va opérer? Voilà. Donc, et ça, c'est sur tous les sujets de la durabilité qu'effectivement l'entreprise doit opérer cette analyse d'impact. Donc, vous voyez, il y a vraiment les deux pendant impact de l'entreprise sur les sujets de la durabilité et impact des sujets de la durabilité, impact financier potentiel et actuel des sujets de la durabilité sur l'entreprise. Tout ça nous permet de sélectionner, en effet, les informations sur lesquelles eh bien, l'entreprise doit faire son reporting. Alors, un petit pendant quand même, et c'est là où je fais un clin d'œil avec évidemment les mécanismes de soft law, l'ISO 26000 et notamment le label engagé RSE. Ben voilà, quand on disait que l'entreprise doit faire son reporting sur les 4 champs, gouvernance, stratégie, gestion des impacts et des risques, et évidemment sur les métriques, et les objectifs et les indicateurs, eh bien forcément, lorsqu'on a mis en place une démarche ISO 26000 qui potentiellement est labellisée, on a pas mal d'éléments de réponse pour évidemment opérer ou en tout cas répondre à un certain nombre d'éléments exigés par le reporting de la CSRD. Voilà, en matière juste, là encore, un petit clin d'œil d'une étude, toujours la même, hein, auprès des labellisés, eh bien, 60% des organisations qui sont labellisées dans notre réseau européen, eh bien, ont publié un rapport RSE ou un rapport non financier et donc potentiellement auront facilité à s'inscrire évidemment dans ces nouvelles réglementations. Une petite parenthèse, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, au travers de la CSRD, pour quelques entreprises qui sont assujetties, eh bien, elles vont être également obligées de fournir des informations concernant la taxonomie verte, la taxonomie européenne. Alors, la taxonomie européenne, l'objectif, c'est quoi? C'est en fait, c'est quoi la taxonomie? C'est une classification des activités des entreprises pour lesquelles, eh bien, si vous en faites partie, si vous exercez une de ces activités qui est dite de transition ou d'activité verte, eh bien, l'idée, c'est évidemment d'informer les parties prenantes sur quel est le volume d'activité effectivement que vous exercez là-dessus. Alors, sans trop rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est quoi? C'est finalement pour la Commission européenne, eh bien, de flécher les investissements vers justement ces activités vertes. Et donc,
les entreprises qui sont éligibles, en tout cas qui sont concernées par la taxonomie, c'est des entreprises qui finalement font partie de 13 grands secteurs d'activité qui sont en fait les plus sensibles ou les plus polluants, on va dire, de manière générale, qui ont toujours été les plus polluants, mais qui quand même, à l'intérieur de ces activités, pour un certain nombre d'entreprises, eh bien justement, font de l'innovation et mettent en œuvre des activités totalement innovantes, vertes, des activités de transition. Et pour celles-là, eh bien, la taxonomie, effectivement, qui identifie très précisément justement quelles sont ces activités, eh bien, va vous inviter à faire un reporting justement sur quelques indicateurs clés qui font partie justement de ces éléments. Alors, pour faire son reporting, il y a en effet 6 objectifs environnementaux à laquelle l'activité ou les activités en question qui sont éligibles doivent souscrire. Évidemment, atténuation des changements climatiques et adaptation des changements climatiques, tout ce qui est préservation de l'eau et des ressources marines, protection et restauration de la biodiversité, transition vers une économie circulaire et enfin, prévention de la pollution, prévention et contrôle de la pollution. Si une activité correspond effectivement à et remplit finalement ces objectifs, eh bien, alors, elle est à la fois éligible parce qu'elle fait partie effectivement des activités qui sont dites de transition ouverte, et en plus, va falloir démontrer son alignement, c'est-à-dire évidemment le fait qu'elle répond à un certain nombre de critères extrêmement précis qui sont déjà construits d'ailleurs par la Commission européenne et par des actes délégués concernant les 2 premiers objectifs, atténuation du changement climatique et adaptation au changement climatique, et qui sont en cours de construction pour les 4 autres objectifs. Et donc, voilà, alors je rentre pas trop dans les détails, hein, mais sans doute que parce que c'est très très compliqué. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'il y a effectivement des secteurs d'activité qui jadis ont été polluants. Il y a quand même au sein de ces activités des activités vertes et de transition qui méritent effectivement d'avoir des financements pour demain faire basculer justement l'ensemble de cette économie verte. Et donc pour cela, eh bien, on va mettre en valeur ces activités-là. Et pour ces activités, l'entreprise qui fait son reporting taxonomie doit démontrer qu'elle répond à l'ensemble de ces 6 objectifs, qu'en plus, il n'y a pas d'impact. Enfin bon, je vous passe les détails sur justement le non-report d'impact d'un objectif à l'autre. Évidemment, c'est pas parce que on remplit l'objectif d'atténuation que évidemment il faut aussi démontrer que on n'a pas d'impact négatif sur les autres objectifs. Je rentre pas dans les détails. Et enfin, ce que vous avez en rouge ici, l'objectif de reporting, en tout cas les obligations de reporting vont porter sur évidemment les indicateurs physiques et qualitatifs et quantitatifs qui sont demandés par la CSRD qu'on a vu tout à l'heure, mais aussi des éléments très très financiers que sont les chiffres d'affaires, les CAPEX et les OPEX, c'est-à-dire les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation qui justement concernent ces activités que vous mettez en œuvre. L'heure tourne, du coup, je rentre pas plus dans les détails. Devoir de vigilance maintenant, alors Dominique Potier en a pas mal parlé, notamment d'où ça vient. Là, je vais pas non plus trop rentrer dans les détails, mais quand même, d'abord pour vous citer quand même la définition de l'ISO 26000. En tout cas, vous l'aurez, je reviens pas dessus puisque vous aurez les slides. Définition de l'ISO 26000 du devoir de vigilance, qui évidemment, on va retrouver les mêmes éléments que la réglementation qui porte sur le devoir de vigilance. Loi sur le devoir de vigilance qui existe depuis 2017, Dominique Potier l'a rappelé, qui, pour le coup, s'applique aux entreprises de plus de 5000 salariés, ou bien celles qui emploient au moins 10 000 salariés dans le monde. Donc ça, c'est une réglementation française. Pour le coup, je le disais en préambule, ça, c'est pas une obligation de reporting, c'est une obligation de mise en œuvre. Il faut vraiment que l'entreprise qui est assujettie mette en place une cartographie des risques. Donc, analyse ces risques. Finalement, on est un peu dans la même logique aussi que le reporting, mais là, il faut vraiment mettre en place un plan de vigilance, faire une cartographie des risques, mettre en place des procédures d'évaluation des situations à risque dans l'ensemble des filiales et également sur toute la chaîne de valeur et les sous-traitants et les fournisseurs, ce qui n'est quand même pas facile. Mettre en place également des actions pour
atténuer les risques ou de prévention, c'est par exemple des formations de l'ensemble des cas, des formations des acheteurs, etc., etc. Il faut mettre en place des mécanismes d'alerte qui permettent à des lanceurs d'alerte, eh bien, de signaler un cas de non-respect effectivement des droits de l'homme ou d'impact sur l'environnement dans la chaîne de valeur, et en plus, eh bien, de publier tous ces éléments-là dans un plan de vigilance qui est rendu public et notamment auprès des conseils d'administration. Là encore, eh bien, il y a des mécanismes de soft law qui, évidemment, peuvent aider à un certain nombre de points sur le devoir de vigilance. Alors, il y a la 37001 sur la corruption, il y a aussi toujours l'ISO 26000 et le label. Je reviens 2 minutes quand même sur, et Dominique Potier l'évoquait tout à l'heure, il y a une directive européenne qui est en train d'être discutée au niveau européen, alors qui n'est pas encore totalement aboutie, mais qui, là encore, eh bien, forcément, va embarquer beaucoup plus d'entreprises que ce que c'est le cas aujourd'hui, puisque vous voyez qu'en France, c'est pour les entreprises de plus de 5000 salariés. Demain, eh bien, on va s'aligner sur les seuils de la CSRD notamment. Ce seront, alors, pas tout à fait. Ce seront les entreprises de plus de 500 salariés qui seront assujettis à la future CS3D européenne, à la Corporate Sustainability Due Diligence Directive, donc la directive sur le devoir de vigilance. En revanche, là où les seuils vont baisser, c'est qu'en fait, pour un certain nombre de secteurs d'activité dits sensibles, eh bien, le seuil va être descendu à 250 salariés. Par exemple, fabrication de textiles, commerce de gros, de textiles, de vêtements, de chaussures, l'agriculture, la sylviculture, la pêche, l'exploitation des ressources minérales, etc., etc. Enfin, il y a plein de secteurs d'activité dits sensibles pour lesquels, en effet, eh bien, la directive européenne sur le devoir de vigilance va s'appliquer. Voilà, et enfin, eh bien, pour aller, j'ai un petit peu dépassé, je suis désolé, je finis là-dessus sur les autres textes réglementaires. Alors voilà, un petit panel des textes réglementaires, je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, mais évidemment, la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire qui date de février 2020, notamment, on voit bien qui se met en œuvre au travers eh bien, de la disparition totale du plastique jetable, mais aussi au travers de plein de choses, de la mise en place d'un étiquetage, de la mise en place de la réparabilité sur les produits. Enfin voilà, je passe sur les détails, mais il y a plein d'éléments évidemment très opérationnels qui font partie de cette loi AGEC. La loi climat et résilience également, qui pour le coup, alors date de 2021, qui notamment effectivement introduit alors tout un tas d'obligations, mais aussi quand même déborde finalement sur le droit pénal et identifie ou définit maintenant des délits d'atteinte au milieu et à l'environnement, ce qui est quand même pas neutre, ce qui n'existait pas forcément jusque-là. Et puis, pêle-mêle, effectivement, eh bien, tout ce qui est déclaration et bilan des émissions de gaz à effet de serre, dont on a vu aussi que eh bien, l'obligation s'élargit depuis le 1er janvier 2023, enfin en tout cas sur sa mise en application, puisque maintenant, pour les entreprises qui sont assujetties, eh bien, vous allez être obligé de faire votre déclaration de gaz à effet de serre, non plus seulement sur les scopes 1 et 2, c'est-à-dire sur les émissions directes et indirectes de consommation ou d'intrants, mais aussi sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service, y compris la phase d'utilisation du produit. Bon, voilà, donc ça va occasionner évidemment, encore une fois, plus de précision. Égalité homme-femme, là aussi, il y a forcément des éléments qui commencent à dater un peu, mais qui peinent aussi à se mettre en place, vous en conviendrez. La loi Sapin 2 sur tout ce qui est anticorruption. Bon voilà, RGPD, vous connaissez, enfin il y a plein effectivement d'autres, on aurait pu y passer des heures et des heures, mais je crois que nous avons fait le tour ou à peu près des éléments. Alors,
ce qu'il faut retenir, juste quand même sur cette réglementation, donc au-delà du fait que, encore une fois, eh bien, il faut faire une différence entre les obligations de transparence et de reporting et les obligations ou les invitations à faire et à mettre en œuvre des actions dans l'entreprise, ce pourquoi sont aussi faits les mécanismes de soft law. Forcément, toutes ces obligations réglementaires, et notamment sur le reporting, l'idée quand même, qu'a rappelé quand même un petit peu Dominique Potier, hein, très clairement, l'idée, c'est justement de demain d'avoir un degré de précision, un degré de pertinence et un degré de comparabilité de l'ensemble de ces informations, de l'ensemble de ces conformités finalement aux réglementations, qui soit de plus en plus significative, à l'image, si je reprends juste la CSRD, tout ce qui est reporting extra-financier, à l'image en fait de ce qui se fait au niveau financier, où là il y a pour ce qui est des comptes et de la certification des comptes par exemple, des éléments extrêmement cadrés par des normes internationales. Eh bien, je crois que s'il faut retenir aussi c'est qu'il y a un objectif aussi vraiment de standardisation des éléments de reporting, de standardisation pour que justement on puisse demain, comme disait Dominique Potier, ne plus forcément faire confiance ou en tout cas faire évoluer les agences de notation qui sont quand même très très anglo-saxonnes aujourd'hui, mais de pouvoir justement, même au niveau européen, eh bien, partager des éléments très très précis, comparables et qui pourront permettre aux parties prenantes, aux investisseurs, eh bien, aux salariés également. Dominique Potier l'a rappelé justement sur la question d'attractivité, eh bien, de faire le choix justement des entreprises vertueuses. Voilà. Puis enfin, eh bien, forcément, donc je vous le disais, hein, avant de dire et donc de faire de reporting, il convient de mettre en place, donc de structurer forcément et de formaliser sa démarche. Et pour cela, eh bien, encore une fois, il y a quand même de très nombreuses initiatives de soft law qui sont très très intéressantes à explorer. Et je crois que, eh bien, Nicolas va revenir dessus. Simplement, évidemment, nous aussi. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut forcément vous accompagner sur un certain nombre de sujets que j'ai évoqués là tout au long de cette intervention. Voilà, j'ai un tout petit peu débordé, désolé Marie, je rends la parole et la main sur le partage d'écran à Marie et Nicolas. Merci de votre attention. Merci beaucoup Olivier, merci pour cette présentation pleine de pédagogie et il en faut vu les sujets. On vous garde encore quelques instants puisqu'il y a plusieurs questions qui sont arrivées des participants. Donc dans un premier temps, des questions relatives à l'entreprise à mission. Une question qui concerne les associations. Est-ce que finalement la loi Pacte concerne aussi les associations ou est-ce qu'elles sortent de ce champ-là? Et deuxième question relative à ça, est-ce qu'une entreprise régie par le code de la mutualité peut devenir société à mission? Premier point, non, parce qu'en fait, une société à mission, c'est vraiment une qualité qui fait partie qui va s'inscrire dans les statuts de l'entreprise, de la société, et donc qui va modifier. C'est une modification du code du commerce. Alors les associations ne sont pas régies par le code du commerce. Alors là, je suis pas juriste, hein, donc, mais on est plutôt sur la loi 1901 évidemment qui régit tout le code de fonctionnement des associations. Donc non. Maintenant, tous les mécanismes, pour le coup, alors même si enfin, je veux dire, ça peut se faire de manière volontaire. Hein. Après tout, mettre en place une raison d'être, se fixer des objectifs statutaires, ça existe déjà fondamentalement dans une association. Il y a un objet de l'association. Donc voilà, on peut faire largement des parallèles, mais ça n'est pas applicable stricto sensu aux associations. Deuxième question pour les mutuelles. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je ne vois pas ce qui empêcherait une mutuelle enfin en tout cas les entreprises liées à la mutualité de s'inscrire. Et je crois qu'il y en a déjà, puisque alors je voudrais pas citer la mauvaise, mais c'est pas la Maïf qui est déjà société à mission? Il me semble que si. Enfin, il y en a déjà. Voilà. Donc ça oui, sans aucun problème.
Très bien, merci beaucoup. Et donc ensuite, sur la partie CSRD, il y avait une demande de précision concernant les seuils. Ouais. Est-ce que c'est 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou un CA de 40 millions d'euros? Est-ce que c'est l'un et l'autre ou est-ce que c'est l'un ou l'autre Alors, 20 millions d'euros de bilan. Alors, en fait, il y a 3 critères. 20 millions d'euros de bilan, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai plus sous les yeux, hein, je crois que c'est ça. Et évidemment, le seuil d'effectif qui est de 250 salariés. Si vous cumulez 2 de ces 3 critères, alors vous êtes éligible. Voilà, c'est 2 des 3. Très bien. Merci beaucoup pour la précision. Une question ensuite sur les sujets de durabilité liés aux normes ESRS, donc sont encore à être définis, c'est ça? Ils ne sont pas terminés? Alors, honnêtement, si vous tapez sur Google EFRAG ou ESRS, vous allez tomber. Elles sont tout à fait accessibles. Elles doivent être entérinées bientôt par la Commission européenne. Objectivement, à mon avis, ça va pas bouger, hein, vraiment très 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 à la marge. Donc, vous pouvez déjà commencer à bosser dessus. Je vous invite pour les entreprises qui sont demain assujetties, vraiment à travailler dessus. Bon, pas de bol, elles sont que en anglais à ce stade, ce qui rajoute un petit peu une complexité, mais voilà, globalement, ça va pas beaucoup bouger. Il y a eu en fait un premier jet qui a été fait en milieu d'année dernière et qui a fait l'objet d'une consultation en juin jusqu'en août 2022 et qui du coup a permis d'ailleurs d'alléger un petit peu les exigences. On en reste quand même à beaucoup de choses à faire, n'est-ce pas? Mais voilà, mais du coup là, je pense qu'on est vraiment à un stade quasi définitif. Il y a peut-être des aménagements à la marge, mais globalement, vous pouvez y aller, vous pouvez les télécharger, commencer à bosser dessus. C'est le moment de s'y mettre. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Ok, merci beaucoup. Donc Clémence nous demande, que se passe-t-il si l'entreprise, à l'issue de son analyse de double matérialité, réalise que son activité et ou sa rentabilité est incompatible avec sa durabilité? Alors, c'est là où, justement, encore une fois, l'exigence de reporting n'est qu'une exigence de transparence et de reporting. C'est-à-dire que sur les sujets qui sont donc matériels et donc pertinents, sur lesquels vous allez devoir faire du reporting, si vous ne faites rien, eh bien, il faut juste dire que vous ne faites rien. Point. Voilà. Maintenant, cette information-là, elle sera juste portée à connaissance des parties prenantes et du conseil d'administration et des actionnaires notamment, mais c'est tout. Ok, très bien. Merci. Ça invite quand même à changer son modèle économique. Très bien. Donc Élise nous demande, pour une société qui, parce qu'elle ne rentre pas dans les critères, ne serait pas soumise à la CSRD, si elle souhaite avoir une démarche volontaire sur du reporting de durabilité, est-ce qu'il existe des moyens pour l'aider à faire cette analyse de double matérialité? Alors, aujourd'hui, pas plus et pas moins que pour celles qui sont soumises à la réglementation, mais on peut plonger dans les normes ESRS qui expliquent de quoi doit être fait cette analyse de double matérialité, et vous pouvez tout à fait le faire de manière volontaire. Donc, non, pas de restriction là-dessus. J'ajouterais même que même si les petites PME ne sont pas assujetties, compte tenu des exigences qui vont être demandées aux grandes entreprises et à qui notamment on va demander de faire du reporting sur ce qui se passe sur leur chaîne de valeur, il y a fort à parier que les grandes entreprises en cascade se tournent vers leurs sous-traitants PME pour leur demander des informations quasi conformes à ce qui leur sont demandés. Alors même si je ne l'ai pas dit tout à l'heure et j'apporterai cette précision,
Vous savez, en 2028 ou en 2027, les dernières PME moins de 250 seront donc, ce seront les dernières qui devront justement publier leur reporting. Pour celles-là, je ne l'ai pas dit, pour celles-là, des normes ESRS particulières et allégées verront le jour. Voilà, pour les PME. Donc, peut-être que voilà, il y aura sans doute des éléments intéressants là-dedans à prendre en compte. Mais aujourd'hui, encore une fois, plongez-vous dans les ESRS actuels, même d'un point de vue volontaire, c'est très très instructif justement sur ce qu'on peut faire en matière d'analyse de matérialité. Mais quand même, des méthodes avancées d'analyse de double matérialité restent quand même à partager, à normaliser. J'espère que chez nous, normalisation AFNOR, on sera aussi sur le sujet bientôt. Je n'en doute pas. Voilà. Très bien. Peut-être encore une ou deux dernières questions avant qu'on conclue avec Nicolas aussi. Est-ce que des sanctions sont prévues finalement ou des choses d'incitation sont prévues pour les entreprises qui sont soumises à ces directives mais qui ne s'y conformeraient pas? Alors, pas tellement à ce stade, si ce n'est la sanction, encore une fois, compte tenu de la transparence, la sanction des investisseurs, parce que c'est vraiment eux qui appellent ça de leur vœu et qui choisiront demain les entreprises dans lesquelles elles vont investir, et sanction aussi des collaborateurs et des talents. Maintenant, à ma connaissance, mais ça demande aussi transposition en droit français, hein, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il n'y ait de sanctions qui soient définies. À vérifier. J'avoue que je suis pas totalement certain de la réponse que je vous fais là, à creuser, mais moi, pour l'instant, j'ai pas connaissance de ça. Demain, c'est pas exclu. Ok. Et peut-être une dernière question pour ce fameux reporting, est-ce qu'il existera ou est-ce qu'il existe une forme particulière, un outil commun qui sera nécessaire Alors, où chacun fait comme il l'entend? Alors, pas tout à fait, parce que là encore, les normes ESRS précisent beaucoup les choses en termes de format également. C'est-à-dire, par exemple, c'est pas des données. Donc, déjà, ça doit faire partie du rapport de gestion financier. Dans une partie qui va être propre à l'extra-financier, dont évidemment l'architecture est cadrée par les normes ESRS. Et en plus, précision aussi, il y aura un format de données informatique exactement à l'image des informations financières. J'y connais rien dans ce domaine-là, mais qui manifestement font l'objet, pour ce qui est du reporting financier, d'une obligation d'un format XHML, je sais pas quoi, enfin voilà. Il y aura la même chose pour l'extra-financier, pour justement permettre aux investisseurs, aux parties prenantes, aux actionnaires, d'accéder à une base de données publique de ces informations qui seront publiées. Il y a un point aussi qui est quand même évidemment très important que j'ai pas dit tout à l'heure. Il y aura une obligation de vérification de la sincérité de ces informations par un organisme tiers indépendant ou un commissaire aux comptes. Je l'ai pas dit, mais c'est évidemment hyper important. Voilà, c'est forcément, c'est ça aussi. Hier, dans la NFRD, seuls quelques pays européens avaient mis cette obligation dans leur transposition nationale, le fait de faire vérifier l'exactitude, la sincérité des informations extra-financières publiées. Demain, c'est l'ensemble des pays européens qui vont se conformer à cette obligation. Voilà. Nous, on en a déjà un petit peu l'habitude. Bon, le marché va bouger un peu, mais j'en dis pas plus. Mais en tout cas, il y a cette obligation. Effectivement, vous me donnez l'occasion, Marie, de le rappeler. C'est très important. Merci, voilà. Merci beaucoup Olivier pour ces précisions et toutes vos réponses. Malheureusement, il y avait beaucoup de questions. On n'a pas forcément pu répondre à tout le monde, mais certaines sont peut-être un peu plus spécifiques. Donc, j'ai essayé de garder celles qui concernaient peut-être le plus de monde. En tout cas, merci pour votre intervention et votre présentation. On va juste conclure par un petit mot du coup de Nicolas Heinz qui travaille également chez Initiative Durable pour pouvoir expliquer en quelques mots comment finalement au sein d'Initiative
Initiative Durable, on peut vous accompagner dans ces démarches, voire aller plus loin, parce qu'il en était aussi question dans les remarques et dans les commentaires que vous avez partagés dans le chat. Effectivement, c'est possible de faire plus et d'aller plus loin, voire même si on n'y est pas soumis à ces différentes réglementations. Et donc, Nicolas peut vous y accompagner. Il va vous dire en quelques mots ce qu'on peut proposer chez Initiative Durable à ce sujet. Donc, Nicolas, je t'en prie, c'est à toi. Merci. Déjà bonjour à tous et puis merci pour ces présentations détaillées. L'idée là, c'est que je vais vous prendre 5 minutes en conclusion pour simplement expliquer que les enjeux réglementaires dont on a parlé ce matin, c'est une partie, mais c'est vrai que la RSE c'est bien allé au-delà de la réglementation. Et finalement, l'idée, c'est aussi potentiellement de saisir ces enjeux réglementaires comme une opportunité pour finalement améliorer le pilotage de la RSE en transversalité dans vos organisations, dans vos entreprises. L'idée, c'est aussi d'améliorer d'autres aspects, que ce soit la marque employeur, on en a parlé, en termes de recrutement, fidélisation des talents, de travailler aussi sur des enjeux plus, on va dire, pragmatiques, en termes économie d'énergie, autonomie énergétique. C'est des enjeux qui sont très forts actuellement. Et puis surtout, là, la question, c'est surtout aussi d'être aussi sur notre notion d'anticipation aussi, si on rejoint le sujet réglementaire pour dire, voilà, aujourd'hui, il y a des obligations qui existent, il y en a d'autres qui vont arriver. Et donc, l'idée, c'est de s'y mettre le plus rapidement possible pour être, on va dire, dans les clous, mais essayer toujours d'avoir, on va dire, un coup d'avance sur le sujet. Donc, effectivement, pour aller au-delà de la réglementation, on a différentes offres d'aide d'accompagnement chez Initiative Durable, soit pour s'y conformer, soit pour l'anticiper. Donc, c'est vrai qu'on a parlé du label engagé RSE avec l'AFNOR, qui est un bon outil, notamment pour anticiper la notion de CSRD, puis y travailler plus en détail. Donc là-dessus aussi, on est en capacité de vous accompagner sur différents labels, dont ce label en particulier. Et puis on travaille aussi sur de nouvelles offres aussi, notamment sur l'accompagnement sur statutaire, sur la société à mission. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Et puis plus globalement, pour les entreprises qui sont pas forcément concernées par les obligations réglementaires, on travaille aussi sur justement l'analyse de matérialité à ce stade pour mieux structurer et piloter les démarches RSE. On anticipe aussi dans le cadre de la CSRD aussi des analyses de double matérialité pour les entreprises qu'on accompagne qui seront soumises à la réglementation. Et puis on a aussi d'autres offres aussi, plus particulièrement sur les sujets carbone. On en a parlé aussi sur l'aspect réglementaire. Je voyais aussi dans les commentaires pour dire que certaines entreprises n'étaient pas forcément au rendez-vous actuellement de cet enjeu-là. Donc là-dessus aussi, on a la capacité de vous accompagner. Donc si vous avez des enjeux RSE, si vous souhaitez être accompagné, soit pour bien anticiper la réglementation, soit pour aller un cran plus loin, si vous n'êtes pas soumis non plus à la réglementation, on peut déjà répondre à vos questions et puis avec plaisir pour vous accompagner sur ces différents sujets. Merci beaucoup, Nicolas. Et effectivement, on vous a remis en suivant les contacts des 2 autres personnes qui, chez nous, travaillent sur le bilan carbone. Si vous souhaitez, au-delà de la thématique plus RSE, travailler aussi cette dimension de décarbonation de vos activités. Donc, vous pouvez prendre contact aussi avec Théo et Simon qui travaillent sur ces sujets. Bien sûr, je l'ai vu aussi dans le chat, vous posiez la question, est-ce que les supports seront partagés? Bien sûr, nous vous enverrons les supports à l'issue de cet échange. Et puis j'en profite pour vous partager à nouveau un dernier petit rappel sur les 2 informations qu'il vous faut noter. On va ouvrir donc l'appel à candidature pour les trophées RSE Grand Est à partir du 4 avril, donc la semaine prochaine, comme je vous le disais, avec une clôture des candidatures début juin. Et donc une remise des prix lors du Forum du développement durable qui aura lieu donc le 7 novembre à Strasbourg. Donc n'hésitez pas dès maintenant à noter ces dates et à revenir vers nous pour toute question. On serait ravis d'y répondre et ravis également de pouvoir vous accompagner, comme le disait Nicolas, que ce soit sur ces thématiques RSE ou de vous accueillir au sein du réseau d'initiatives durables pour
vous aider déjà à progresser de manière aussi volontaire dans ces démarches. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi pour toute question et peut-être pour nous rejoindre. Merci à vous et donc au plaisir de pouvoir vous retrouver pour un prochain événement et pour vous accompagner toujours davantage dans vos démarches de RSE. À bientôt à tous. Merci de m'avoir invité, Marie. Merci beaucoup, Olivier.